suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production. Malheureusement, par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiants, d'assister. 1983, en Haute-Volta, Thomas Sankara est porté au pouvoir par un coup d'État avec le soutien d'une des populations les plus pauvres de la planète. Derrière une tenue de militaire et un discours marxisant, l'Afrique se découvre un chef d'État jeune, dynamique et innovant qui met ses idées avant-gardistes au service de ses concitoyens. Thomas Sankara rebaptise son pays le Burkina Faso, qui signifie littéralement le pays des hommes intègres. Il y en a qui demandent mais où se trouve l'impérialisme. L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. Peu à peu, Sankara sort le pays de la misère, parvient à l'autosuffisance alimentaire, mais se heurte à la France, qui veut garder le contrôle de ses anciennes colonies, et cherche par tous les moyens à éviter que les idées de Thomas Sankara ne se propagent dans l'ensemble de la région. La France ne comprend pas l'Afrique. Et il est grand temps qu'elle la comprenne. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale, payer. Tous nous souhaitons. Thomas Sankara est attaqué par ceux qui, au nord comme au sud de la planète, profitent financièrement d'une Afrique en retard. Il sera trahi par son plus proche collaborateur, Blaise Compaoré, soutenu par des puissances étrangères. Assassiné pour ses idées, Thomas Sankara est devenu pour la jeunesse africaine d'aujourd'hui le Tché africain. Pour le grand combat patriotique, pour l'avenir radieux de notre pays, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Début des années 80, la Haute-Volta fait partie des anciennes colonies françaises de l'Afrique de l'Ouest. Sans accès à la mer, recouvert au nord par le désert, le pays stagne dans la pauvreté. Le niveau de vie des voltaïques est catastrophique. Considérés comme une main-d'œuvre à bon marché, ils sont conviés à venir travailler dans le pays voisin, la Côte d'Ivoire, véritable grenier africain d'où la France tire la plupart de ses richesses tropicales. À travers une succession de gouvernements incompétents et corrompus, la Haute-Volta n'a pas évolué depuis son indépendance en 1960. Contrairement à la plupart des chefs d'État africains qui vident les maigres richesses de leur pays pour se remplir les poches, Sankara entreprend une série de mesures inédites sur le continent. Il commence par nettoyer le pouvoir de tous ses abus. Il baisse son salaire de chef d'État, celui des ministres, ainsi que des hauts fonctionnaires et remplace les Mercedes de fonction par des voitures plus modestes. Les membres du gouvernement voient tous leurs privilèges annulés. Tous les ministres étaient censés voyager en deuxième classe parce que Thomas avait dit vous êtes en première classe ou en deuxième classe. Quand l'avion atterrit, vous atterrissez en même temps. Quand il décolle, vous décollez en même temps. Donc ce n'est pas la peine de gaspiller l'argent du pauvre contribuable à s'offrir la première classe pour avoir le plaisir de boire du champagne en première classe et autres. La série de mesures entamées par Sankara change la face du pays. Pour créer un État plus juste, il se donne les coups des franches en s'appuyant sur un programme strict dans lequel les syndicats et partis d'opposition sont interdits. Il met fin à l'impôt colonial et remet en question le pouvoir féodal des chefs traditionnels sur les paysans.
Sous des apparences communistes, Sankara éduque la population à travers des slogans politiques et lui donne surtout l'occasion de participer à la construction du pays. Pour pérenniser les idées de la révolution, les plus jeunes sont encadrés au sein du mouvement des pionniers. Les pionniers étaient la base de la révolution. Donc c'est là où on retrouvait la jeunesse qui avait moins de 12 ans, qu'il fallait former idéologiquement et politiquement dès leur jeune âge, de telle sorte que quand ils vont devenir grands, qu'ils soient contre les idées néfastes, ce que nous appelons la voracité, l'égoïsme et l'égocentrisme. Et ils seront les acteurs purs de la révolution en ce moment. La révolution est victoire. L'échec appartient à la réaction et à la contre-révolution. Camarades, l'impérialisme, le néocolonialisme, les élèves réactionnaires, les élèves indisciplinés et paresseux, les professeurs carents, les vomissures de la contre-révolution, les vipères qui s'infiltrent dans nos écoles, les pentades orgueilleuses, les hiboux au regard bruyant, l'anarcho-syndicalisme, la petite bourgeoisie affolée, à bas, à bas. Merci camarades. J'ai trouvé toujours un peu ridicule tous ces bérets rouges qu'on voyait à Ouagadougou. Et une fois, je me suis permis de lui dire, on voit beaucoup trop de militaires ici, c'est pas bon, je veux dire, c'est pas ça qu'on aime dans une société en mouvement, hein, qui est habitée par une parole aussi formidable que la vôtre. Et il a rigolé, il m'a dit, ah, nous on aime ça, etc., etc. Mais vous comprenez, c'était le jeu, mais c'était pas l'imbécile militaire qui croyait en la violence ou qui croyait en la discipline ou des imbécilités de ce type. C'était conjoncturel, je crois. Quand on a une arme qui peut cracher le feu, élabore, et que l'on peut recevoir des ordres en se mettant en garde à vous devant un drapeau, sans savoir à qui profite cet ordre, à qui profite ce fusil, eh bien, on devient un criminel en puissance qui n'attend que le déclic pour semer la terreur autour de soi. Et combien de militaires sont en train de tourner dans tel ou tel pays, sur tel ou tel champ de bataille, d'amener désolation et crime, mais sans comprendre qu'ils sont eux-mêmes en train de combattre des hommes, des femmes qui luttent pour les mêmes idéaux que s'ils en avaient conscience. Des fils d'ouvriers qui voient leurs parents aller en grève contre des régimes réactionnaires, mais qui, parce qu'ils sont entrés dans l'armée, acceptent de combattre au profit des dirigeants réactionnaires. Cela existe. Donc, un militaire sans formation politique, idéologique, est un criminel en puissance. 1984. Au bout d'une année de réformes fondamentales, une révolution culturelle est en marche. Sankara ne laisse pas les Africains indifférents. Il va plus loin et remet en question une société africaine où les hommes ont toujours dominé les femmes. Ce qui veut dire que nous devons donner à chaque femme un emploi. Nous devons donner à chaque femme le moyen de gagner honnêtement et dignement sa vie. Il crée une véritable secousse, en étant un des premiers chefs d'État au monde à militer pour l'émancipation de la femme. Dans les établissements, comment constatons l'émancipation des filles? Il faudrait qu'ici aussi nous commencions à nous débarrasser de cet art féodal. Ce sont des arts féodales, de l'éducation féodale, qui nous a dit que le garçon est toujours au-dessus de la fille. À l'école même, quand les filles sont en grossesse ou des choses comme ça, on les renvoie, n'est-ce pas? On les exclut. Mais on ne cherche même pas à savoir si le partenaire avec lequel elle a eu la grossesse là ne se trouve pas par hasard dans la classe. Et même s'il s'y trouve, on le laisse lui, le garçon. Donc le garçon peut faire autant d'enfants qu'il veut. Dès la 6e, s'il veut, il commence à faire des enfants jusqu'en terminale. On ne le renverra jamais. Mais la fille, même si elle est à un jour de son bac, elle fait un enfant, allez, renvoyé. Il y a eu vraiment une politique, ou du moins
l'intention de faire une politique pour ramener la femme à un être humain dans la société traditionnelle au Burkina Faso, où certaines traditions sont encore très fortes, comme le mariage forcé, l'excision, et le fait que dans le couple, ce soit l'homme qui soit le commandant dans la famille. Toutes ces choses-là ont été remises en cause et il y a des pratiques vraiment rétrogrades qui ont été combattues. C'est à la faveur de la révolution que nous avons constaté des femmes engagées aux côtés des hommes avec l'avènement de la formation militaire, où on a vu des femmes, beaucoup de femmes s'engager. Elles étaient en mesure de faire ce que les hommes pouvaient faire, de manipuler une arme, de marcher au pas, de porter les mêmes tenues que les hommes. Je crois que c'est le premier chef d'État africain qui a donné des postes aux femmes autres que ministre de la condition féminine. Il avait nommé ministre du plan, ministre du budget, et des femmes extrêmement compétentes, il savait les trouver. À l'occasion de la journée de la femme, le 8 mars, où Thomas a dit que c'est la journée des femmes aujourd'hui, nous allons faire l'exception, au lieu que c'est la femme qui va tous les jours faire le marché. Aujourd'hui, c'est leur journée, elles vont rester à la maison et les hommes iront faire le marché à leur place. On a vu les hommes au marché acheter des tomates, des condiments et tout ce qu'il fallait pour la cuisine du jour. Et c'était bien, c'était bien. Se marraient, bon. Les hommes se plaisaient aussi. Et ils ont pu découvrir, puisque cela a amené certains hommes à connaître les réalités des prix sur le marché. Les maris qui battent les femmes, les maris qui torturent les femmes, la patrie ou la mort. Contrairement aux autres chefs d'État qui ne tiennent pas leurs promesses, Sankara se met au travail. Il entreprend de grandes manœuvres pour sortir le pays de sa situation. Il faut loger, nourrir et soigner le peuple. Telles sont les priorités. À une époque où les maladies déciment les Africains, Sankara met en place l'opération Vaccination Commando, qui éradique la polio, la rougeole et la méningite. 2,5 millions de Burkinabés sont vaccinés en une semaine. L'Organisation mondiale de la santé, peu habituée à une telle réussite sur le continent africain, félicite Thomas Sankara. Dans le même élan, Thomas Sankara instaure le sport de masse qui invite chaque habitant à faire du sport une fois par semaine. Avec Blaise Compaoré, le numéro 2 du pouvoir, il n'hésite pas à montrer l'exemple. Les deux hommes participent à des séances de sport collectif avec des militaires, des fonctionnaires ou de simples villageois. Un esprit sain dans un corps sain. Avec l'appui des Burkinabés, Sankara entame une série de travaux colossaux. Au milieu des années 80, l'Afrique sort d'une des sécheresses les plus meurtrières de son histoire. Sankara est le premier président à sensibiliser ses concitoyens au problème de la désertification. Pour lutter contre ce fléau, il organise la plantation de plusieurs millions d'arbres pour stopper l'avancée du désert, une première sur le continent. Thomas Sankara était très soucieux de l'environnement et il a pris plusieurs initiatives qui visaient à lutter contre la désertification. Un exemple qu'on peut donner, c'est l'opération Un village, un bosquet. Il s'agissait au niveau de chaque village que les jeunes puissent réaliser un bosquet qui marquerait en même temps leur volonté, disons, d'arrêter, disons, la désertification, de créer le réflexe de reboiser partout où c'est possible
de manière à réduire, disons, les effets néfastes et développer d'une manière générale un réflexe de protection de l'environnement. Dans les villes où la population s'abritait dans des taudis, Thomas Sankara lance la construction de logements sociaux et réhabilite les autres quartiers. Il faut aussi aider économiquement la campagne. Alors qu'il est toujours difficile de se déplacer sur un continent où les populations rurales sont oubliées, Sankara désenclave toutes les régions du pays via des projets de routes et de chemins de fer. Il lance ce qu'il dénomme la bataille du rail, la construction d'une ligne qui doit relier Ouagadougou aux mines de manganèse situées au nord du pays à plusieurs centaines de kilomètres. C'est un travail titanesque et le soutien de la coopération se fait attendre. Pour Sankara, c'est l'occasion donnée aux Burkinabés de retrousser les manches. Il n'est plus question de laisser les entreprises étrangères construire le pays. Nous n'avions pas d'argent à l'époque. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Nous avions les bras valides, nous avons toute la population qui s'est engagée. Et puis bon, les gens ont posé à main nue et les différents rails. Et c'est comme ça qu'on a fait un certain nombre de kilomètres. Sankara est persuadé qu'il faut utiliser prioritairement les ressources du pays afin de ne plus dépendre des importations. Les projets de Sankara, c'était essentiellement de rendre le Burkina un peu autonome, de lui redonner une forme d'autonomie. Donc, il a appris à ses compatriotes et à l'ensemble des Africains à utiliser les produits du cru, les produits du pays. Notre pays produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production, malheureusement. Par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiants, d'assister. Nous devons mettre de côté ces aides par notre grande production. Il faut réussir à produire plus. Produire plus. Produire plus parce que il est normal que celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés. Ne consommons que ce que nous contrôlons. Il y en a qui demandent mais où se trouve l'impérialisme? L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. N'allons pas plus loin. 1700 kilos de blé par hectare, c'est la moyenne de la région, c'est la moyenne sahélienne de la région, donc en Afrique. Eh bien, en 86 déjà, le Burkina, par hectare, dépassait les 3800, 3900 kilos de blé par hectare. Donc, en Afrique, une réforme agraire, je veux dire, qui impliquait un changement de propriété, les maîtres de la terre perdaient leur pouvoir, l'impôt de captation qui disparaissait et l'engrais qui arrivait, l'irrigation qui arrivait, une efficacité. Il a vaincu la faim, il a fait que le Burkina, en 4 ans, est devenu alimentairement autosuffisant. Donc, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel et tout à fait remarquable. Il y a un camarade là, où est le camarade délégué? Oui, sortez là. Bon, voilà, vous êtes là avec la publicité Levis. Faites la publicité de Levis. Bon, c'est bien. Je vois le jean avec c'est bien cousu là, Levis. C'est bien. Mais ça c'est américain, vous voyez même c'est marqué en bas, San Francisco. C'est écrit San Francisco. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Comment on va faire? L'autre là-bas qui est venu poser la question là. Harvard. Pride quoi? Ouais, formaldéhyde. Formaldéhyde, voilà. Mais ça veut dire quoi? Mais ici à Kayala, vous croyez qu'il n'y a pas de tisserand pour faire comme ça? Pour relancer la production du coton local, il lance la mode du faso d'Anfani.
habit traditionnel que tout fonctionnaire de l'État a le devoir de porter. Il y avait eu donc cette politique-là qui exigeait que les fonctionnaires de l'État consomment burkinabé et que les gens dans les services soient habillés par ces tenues-là qui sont donc faites à base du coton, teints par des artisans burkinabés, tissés par des artisans burkinabés, cousus par des artisans burkinabés. Ce qui se passait, c'est que la plupart des gens allaient au service en tenue occidentale, hein, mais avaient dans un sachet cette tenue traditionnelle-là. Parce qu'il est bien connu que Thomas Sankara faisait des visites impromptues dans les ministères et les services. Et lorsque le bruit courait dans les couloirs que Sankara était là, tout le monde mettait très très vite cette tenue-là. Et donc cette tenue-là s'appelait Sankara arrive. Pour beaucoup d'Africains, un président aussi jeune et aussi novateur est un espoir pour tout le continent. Thomas Sankara fait parler de lui au-delà des frontières. Il se lie d'amitié avec John Jerry Rawlings, président révolutionnaire du Ghana voisin, avec qui il partage les mêmes aspirations pour l'Afrique. If I may say one thing about Thomas Sankara, he was a very impatient person. But that's understandable, because when you live in the kind of impoverishment, in the kind of hunger that our people are living in, you cannot afford to be patient, because people can't drink good water, people are hungry, etc. So you have every justification to be impatient. En 1983, alors que Sankara est à peine arrivé au pouvoir, le sommet de Vittel réunit le président François Mitterrand et des chefs d'État de pays africains dont la majorité a été décolonisée au début des années 60. Certains se sentent bousculés par leur propre population, qui commence à adhérer aux idées de la révolution burkinabé, comme Félix Houphouët-Boigny, président de la République de Côte d'Ivoire, à la solde de la France. La plupart des chefs d'État présents à Vittel sont à la tête de leur pays depuis plus de 20 ans et tiennent allégeance à l'ancienne métropole. La politique africaine de la France, nous la trouvons très française. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle ressemble aux autres politiques françaises. Hier, la France était dans tel ou tel pays d'Afrique pour soit maintenir un chef, un dirigeant, un ratelé, soit pour débarquer d'une caravelle, un autre que l'on emportait avec soi. Aujourd'hui encore, la France procède ainsi. Pour Sankara, Vittel est l'occasion de se frotter à une alliance qu'il considère de néocolonialiste. Vittel servait, pour utiliser un langage imagé, à réunir autour du roi ses ministres et ses vassaux. Vittel, c'était un peu cela. Rappeler aux chefs d'État africains qu'ils évoluent dans une ère politique donnée qui avait ses lois. Il y avait aussi les fameux réseaux. Réseau FOCA, réseau ceci, réseau cela, bon, les sous-réseaux, les réseaux, et bon, on pouvait faire et défaire les chefs d'État, on pouvait provoquer des grèves qui conduisaient à leur chute dès lors que les budgets des États africains sont alimentés parfois à 50-60% par l'ancienne métropole. Donc c'est une situation de vassalité réelle sur le plan financier, autant que sur le plan économique. Je crois vous connaître tous, ou à peu près. Je sais où se dirige votre idéal, quels sont vos choix idéologiques, quelles sont vos amitiés, vos alliances. Et vous avez bien le droit d'avoir une conception différente du monde. Mais moi, je vous dis, en n'engageant que moi, que je pense qu'il ne serait pas bon que tout conflit ou toute difficulté sur la surface de la planète devienne un élément supplémentaire d'une crise Est-Ouest. But the disintegration, the balkanization of the continent
created a very complex situation for us. We found ourselves in a crossfire between the East and the West. You know, in a very complex situation that made it very difficult for us to even be Africans. You know, your survival depended on alignment with the East or the West and things like that, but not on your Africanness. Julia Ficatier du journal Langue Croix. Ma question s'adresse au capitaine Sankara. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez été chercher à Moscou et à Cuba dernièrement, parce que vos voyages posent aussi question à la France, mais aux pays voisins comme la Côte d'Ivoire. Bon, j'ai été à Moscou, j'ai été à Cuba et ailleurs aussi. Je n'ai pas seulement été dans ces pays-là, parce que nous entretenons d'excellentes relations avec ces pays, avec les dirigeants de ces pays. Nous avons des projets qui nous paraissent extrêmement importants pour notre développement. Nous recherchons des partenaires. Si un pays plus proche peut nous éviter un long déplacement jusqu'à Moscou, nous ne voyons absolument aucun inconvénient. Personne ne m'a offert une aide que j'ai refusée. Je ne crois pas. Il me manque seulement un Concorde, parce qu'il y en a qui ont les moyens, c'est tout. Quand Thomas Sankara rencontrait les autres chefs d'État, il ne se considérait pas comme un dieu et il ne les considérait pas non plus comme Dieu. Il déridait l'atmosphère, il détendait les choses, il acceptait d'être le petit frère, ce qui lui permettait de dire ce qu'il pensait, ce que les autres n'avaient pas l'habitude d'entendre. Sommet de l'OUA, Organisation de l'Unité africaine. Thomas Sankara prend à partie les autres chefs d'État. Ses propos portent sur les problèmes comme la dette, qui touche l'ensemble des pays du tiers-monde, dont les intérêts viennent d'être fortement augmentés. Son discours pointe aussi du doigt tous les dirigeants qui, au nom d'un système de domination nord-sud, avilissent leur peuple tout en s'enrichissant personnellement. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, dont j'ai besoin, et quand nous disons que la dette ne saurait être payée, ce n'est point que nous sommes contre la morale, la dignité, le respect de la parole. Parce que nous estimons que nous n'avons pas la même morale que les autres. Entre le riche et le pauvre, il n'y a pas la même morale. La Bible, le Coran, ne peut pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Il faudrait alors qu'il y ait 2 éditions de la Bible et 2 éditions du Coran. Chers frères, avec le soutien de tous, nous pourrons faire la paix chez nous. Nous pourrons également utiliser ces immenses potentialités pour développer l'Afrique, parce que notre sol, notre sous-sol sont riches. Nous avons suffisamment de bras et nous avons un marché immense, très vaste, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons suffisamment de capacités intellectuelles pour créer, ou tout au moins prendre la technologie et la science partout où nous pourrons les trouver. Monsieur le Président, faisons en sorte que nous mettions au point ce front uni d'Addis Abeba contre la dette. Faisons en sorte que ce soit à partir d'Addis Abeba que nous décidions de limiter la course aux armements entre pays faibles et pauvres. Les gourdins et les coutelas que nous achetons sont inutiles. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains.
Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons. « 1986. La révolution entre dans sa 3e année. Au niveau national, la situation se dégrade. Sankara, toujours aussi intransigeant, veut achever son combat contre les ennemis au sein de la nation. Instaurés dès 1983, les TPR, tribunaux populaires de la Révolution, jugent les membres des gouvernements précédents accusés de détournement d'argent et de corruption. Cette intolérance fait peur aux privilégiés, même si les peines sont légères. Devant se justifier aux yeux de toute la population, en public, mais aussi à la radio et à la télévision, les accusés sont déshonorés. Dans la logique de la destruction de l'État dit néocolonial, on avait commencé à dégager des gens, des fonctionnaires et des militaires de l'armée, des magistrats de la justice, parce qu'il fallait évidemment créer un État conforme à l'éthique révolutionnaire. La condamnation sous la révolution, lorsqu'on est travailleur, c'est la suspension. Cela veut dire qu'on travaille pendant un certain temps, mais gratuitement, pour le peuple. Et il y a les dégagements. Les dégagements, vous êtes chassé de la fonction publique. Dans la forme, les TPN étaient attentatoires à la liberté, aux libertés individuelles, dans la mesure où les garanties de la défense n'étaient pas assurées, puisque il n'était pas possible de se faire assister par un avocat. Deuxièmement, et ça c'était peut-être plus grave, il y a eu ce qu'on appelle l'inversion de la charge de la preuve. C'est-à-dire que c'était à l'accusé de faire la preuve de son innocence, et non pas à l'accusation de soutenir l'accusation et de faire la preuve de la culpabilité. Aux 4 coins du pays, dans les villages, les écoles et les entreprises, la population récupère à sa façon la justice révolutionnaire. On juge en interne ceux qui ont une attitude contre-révolutionnaire ou qui ne travaillent pas assez. Les indésirables sont écartés. Certains érigent leurs propres tribunaux pour des règlements de compte personnels. Nous, au niveau du collège, on a instauré les TPR pour juger ceux qui vont à l'encontre des idéaux de la révolution. Beaucoup de nos camarades sont passés au TPR au collège. Et nous avons également dénoncé notre directeur et puis un procès de français et bien d'autres professeurs. Et à chaque fois, on nous écoutait. Mais il a fallu régulièrement faire des aménagements parce que l'ambiance révolutionnaire, tout ce qui se passait, faisait que on peut ne pas être objectif. La révolution commence à pointer ses limites. L'interdiction des syndicats et des partis d'opposition empoisonne l'existence de certains, dont un grand nombre d'enseignants qui s'associent et organisent une grève. Coincé dans son modèle politique, Sankara ne fait pas de concessions et ordonne le licenciement des grévistes. Une des premières grèves qui a été réprimée, c'était la grève des enseignants. Les enseignants du primaire. Résultat, il y a eu, je crois, à l'époque, près de 1200 ou 1400 instituteurs qui ont été chassés de leur travail.
Bon, dans un pays déjà où le nombre d'enseignants est très limité par rapport aux besoins du pays, donc tout d'un coup, 1400 enseignants se retrouvent sur la touche. Pour suppléer à ce manque, je me rappelle à l'époque, on avait recruté des gens qu'on a appelés enseignants révolutionnaires. Donc le tout venant qui avait besoin d'enseigner, il se présentait, il avait une formation en 10 jours, il allait prendre un poste d'enseignant en tant qu'enseignant révolutionnaire. Mais nous avons approuvé, nous avons estimé où on est dans la révolution, où on n'est pas dans la révolution. Si on est dans la révolution, on n'a pas le droit de gréver. On a les assemblées générales, on a beaucoup d'instances où on peut s'exprimer. Si tu vas gréver, tu vas faire la grève, ça veut dire que tu es contre la révolution. Nous, on te met dehors. C'est tout à fait normal. En tant que jeunes, nous, on avait approuvé. Les enseignants sont remplacés par de jeunes diplômés sans la moindre expérience. Le résultat est catastrophique. Pourtant, depuis son arrivée au pouvoir, Sankara pense à la formation des populations. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Certains s'initient dans la bonne humeur à la formation militaire. Le but, mettre en place des comités de défense de la révolution, les CDR. Ils ont été créés pour canaliser tout cet enthousiasme populaire, pour faciliter la participation de l'ensemble des masses populaires à la construction révolutionnaire. Dès qu'on faisait la formation militaire, on était affecté à des tâches de sécurité. Ça permettait de porter une arme, une Kalachnikov, et donc d'avoir une tenue militaire. Et tout le monde sait quel succès a eu le film de Rambo dans les années 80 en Afrique. Et donc ça, il y a beaucoup de gens qui ont été des CDR, rien que pour coller à cette image qu'ils voyaient au cinéma, qui était Rambo, celui qui tue tout, qui passe, lorsqu'il passe, l'herbe ne pousse plus. Et il y a eu beaucoup de personnes qui sont arrivées à la tête des comités de défense de la Révolution sans avoir eu la préparation. Parce qu'il y avait parfois des candidatures spontanées, quelqu'un qui sort de nulle part, qui devient responsable. Eh bien, parfois ça peut lui monter à la tête et il commet un certain nombre d'erreurs que lui-même il aurait critiqué s'il n'était pas dans le comité. Mais ça, je pense que c'est des erreurs de jeunesse qui étaient, je pense, aussi inévitables. Un ras-le-bol se fait sentir au sein de la population. Profitant de certains décrets nécessaires au maintien de l'ordre, les comités de défense révolutionnaire font du zèle. Sankara voit sa révolution partir peu à peu à la dérive. Il est accusé de ne pas savoir déléguer. Il y a même des cas, il faut aussi le dire, surtout pendant la période du couvre-feu, d'autres règlements de compte d'un autre genre, mais il faut le dire aussi. Ces camarades qui, casqueux militants CDR, responsables de la sécurité, équipés d'un gros fusil, on n'est même pas sûr que ça percute, mais enfin. À l'heure où le couvre-feu était à 19h, à 19h moins 10, il se pointe chez la camarade et commence à dire aux rivaux, aux autres candidats, mais c'est l'heure bientôt, hein. Il faut partir. Il faut partir. Si vous ne partez pas, on vous enferme. Et oui, il y en a qui ont demandé que le couvre-feu soit maintenu pour qu'ils puissent régner. Eh bien, nous avons levé le couvre-feu pour que nous soyons tous à égalité. Et ceux qui doivent échouer par leur incapacité échoueront. Le président, bienvenue au Burkina Faso. Fin 1986, Thomas Sankara accueille François Mitterrand à Ouagadougou et intensifie son implication dans les affaires internationales. Il bouscule de plus en plus l'équilibre néocolonialiste imposé dans la sous-région francophone.
Le terrain est miné, car la France vient de recevoir la visite de Peter Botha, président de l'Afrique du Sud, qui refuse de sortir son pays du régime raciste de l'apartheid. Des tueurs comme Peter Botha ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont taché. Ils l'ont taché de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang. Et tous ceux qui leur ont permis de poser ces actes en porteront l'entière responsabilité ici et ailleurs, aujourd'hui et toujours. Je suis comme lui. Et il dit ce qu'il pense, je le dis aussi. Et je trouve que dans un certain nombre de ses jugements, il a le tranchant d'une belle jeunesse et le mérite d'un chef d'État totalement dévoué à son peuple. Et moi, j'admire ses qualités qui sont grandes, mais il tranche trop aussi. Il va plus loin qu'il ne faut, à mon avis, qui me permettent de lui parler du haut de mon expérience. Les rapports entre Sankara et la France vont s'envenimer quand, après les élections législatives françaises de 1986, le président François Mitterrand doit partager le pouvoir avec la droite. Jacques Chirac, nommé Premier ministre, rappelle aux affaires africaines Jacques Foccart, célèbre monsieur Afrique de Gaulle, dont il revendique les idées néocolonialistes. C'est l'occasion pour la droite française de renouer le contact avec les présidents de son réseau et de reprendre le dessus dans la gestion des affaires africaines. Félix Houphouët-Boigny, le président ivoirien, digne représentant de cette coopération France-Afrique, instrumentalisé par le réseau de Foccart, voit venir l'occasion de se débarrasser de la révolution burkinabé. Et l'homme qui était chargé du lien, du contact avec le président Houphouët-Boigny, c'était Blaise Compaoré. Et il est apparu assez rapidement que c'était son dauphin. Il n'aimait pas du tout Sankara, qui était un homme incontrôlable, imprévisible, dans un pays où il y avait quand même, avec lequel ils avaient beaucoup de liens de subordination, certes, puisqu'ils considéraient que les Burkinabés, à l'époque les Voltaïques, étaient là pour travailler pour les Ivoiriens, mais raison de plus pour contrôler un peu la situation là-bas et avoir son homme à Ouaga. Et donc, il était clair qu'il avait désigné déjà Blaise, et c'est même lui qui lui a présenté son épouse actuelle. Et donc, Blaise lui doit beaucoup. Nous sommes en 1987. Sankara ne répond pas aux exigences d'une partie de la population, fatiguée après tant d'années d'efforts et de restrictions, et qui aspire à plus de libéralisme. Blaise Compaoré, toujours numéro 2 du pouvoir, profite de cette lassitude et du soutien de Félix Houphouët-Boigny, et indirectement de celui de la France, pour désavouer Thomas Sankara. Le régime, à cette phase-là, déjà, était assez impopulaire, était affaibli, et à l'intérieur, ça a accru les dissensions internes. Et il y avait un climat de méfiance assez développé entre les différentes tendances et fractions au sein du pouvoir, qu'on pouvait résumer en 2 grandes tendances pour aller vite. Il y avait le clan de Thomas Sankara et il y avait le clan de Blaise Compaoré qui, par ailleurs, lui, il détenait quand même l'essentiel du pouvoir militaire. Le cercle d'amis de Thomas Sankara se restreint. Selon le capitaine Boukari Kaboré, un de ses derniers et plus fidèles partisans, Blaise Compaoré est de plus en plus impatient de prendre le pouvoir. Moi, j'avais demandé personnellement à Thomas la permission là, justement, de mettre de l'ordre, c'est-à-dire d'arrêter le capitaine Blaise Compaoré, parce qu'il a envie de fomenter justement son assassinat. Il m'a dit non. L'amitié ne se trahit pas. J'ai dit, mais ce n'est plus l'amitié. Quand par exemple on planifie de tuer, ce n'est pas bon. Il dit, c'est pas correct. L'amitié, c'est pas à nous de trahir l'amitié, c'est à eux de trahir. Je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche, à droite des précipices,
il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. Alors pour rester moi-même et pour me sentir moi-même, je suis obligé de continuer dans cette lancée-là. Vous vous sentez isolé en Afrique? Mal compris en tout cas. Mal compris, mal aimé? Mal aimé, ouais. On a parlé du Che Guevara. Et j'ai dit, mais écoutez, le 8 octobre prochain, c'est le 20e anniversaire de l'assassinat du Che Guevara. Et presque toute la nuit, on discutait du Che et de la manifestation de souvenirs. Et tout à coup, ça je me souviens, comme si c'était hier, il me regardait et me dit, il est mort à 39 ans. Est-ce que moi, comme le Che, est-ce que j'arriverai à 39 ans? Et puis, la conversation a repris. Une sorte de prémonition de la mort. Il n'est pas arrivé à 39 ans. L'Afrique, à nouveau secouée par le démon du coup d'État. La nouvelle a été confirmée ce matin à Ouagadougou. Thomas Sankara, ancien chef d'État du Burkina Faso, l'ancienne Haute-Volta, a été tué hier lors de l'attaque du palais présidentiel. Thomas Sankara, un président pas tout à fait comme les autres. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est surpris en pleine réunion avec une douzaine de collaborateurs. Des éléments de la garde rapprochés de Blaise Compaoré débarquent et tirent. De son corps, il ne reste plus que des débris. Il est enterré dans la nuit, à la va-vite, comme un chien. Thomas savait très bien qu'il devait mourir. Et je pense qu'il a accepté le suicide parce que quelque part aussi, ça fait une grandeur. Et une fois encore, je viens pour dire que c'est un grand homme. Ceux qui sont contre lui, ils peuvent au moins accepter ça. Parce que un homme qui accepte de mourir pour être plus grand, alors là, ça, il faut reconnaître en cette personne-là comme une valeur. C'est un journaliste français de l'AFP qui était à Yaoundé et il disait que c'est la première fois de sa vie qu'il circule dans la ville et il croise des gens en train de pleurer à grosses larmes. C'est-à-dire que tu croises une centaine de personnes comme ça, des dizaines de personnes dans la rue qui pleurent. Et quand on se renseigne, on dit non, ils viennent d'apprendre l'assassinat de Sankara. Donc, tout vous dit, c'est pas seulement le Burkina Faso qui a ressenti ça. Je crois que le Burkina Faso était mort les jours qui ont suivi, mais c'est toute l'Afrique. Dès le lendemain, Blaise Compaoré s'autoproclame président. Devant la presse internationale, il cherche à se disculper de la mort de son meilleur ami. Vous avez des regrets? D'avoir perdu un ami, bien sûr. Et un regret aussi qu'à un moment de sa vie, il ait pensé à nous liquider. Dommage. Ouais, c'est un peu... And I remember at that time, there were two very good friends, Thomas Sankara and Blaise. Yeah. Thomas Sankara and Blaise. You know. Blaise Compaoré reste insensible face à l'émotion de tout un continent. Il institue ce qu'il appelle la rectification de la révolution et fait croire à la pérennité des idées de Sankara. En réalité, il ramène le pays dans une politique de coopération. Les gouvernements français et ivoiriens le félicitent. L'image de Sankara est traînée dans la boue. On l'accuse à titre posthume de s'être enrichi sur le dos de la population. Sa famille est harcelée. On fouille leur maison en vain à la recherche de la moindre preuve d'enrichissement. Sankara est mort comme il a vécu, les poches vides. Il ne reste à la famille que quelques affaires personnelles, abandonnées dans sa chambre d'étudiant. Les archives officielles ont disparu. Les traces de son passage au pouvoir, méthodiquement effacées. Les grands hommes, dans une certaine mesure, irradient leur peuple, irradient leur époque, bien après leur départ, je veux dire bien après leur mort,
parce que c'est quand vous avez perdu quelque chose que vous vous rendez compte de sa véritable valeur. C'est une des figures importantes au niveau du continent africain qui continue d'être citée pour son exemplarité, pour son courage, pour son intégrité, pour sa créativité, pour son refus de l'afro-pessimisme d'une manière générale. Sankara est devenu moralement et spirituellement une sorte de maître étalon. Avec le temps, pour les Burkinabés, mais aussi pour l'ensemble des Africains, la mort de Thomas Sankara est devenue le symbole d'un gâchis, avec l'amertume d'avoir raté l'occasion, celle de sortir du gouffre. Sur la cité endormie, un vautour a plané dans la nuit, et de sa voix, oui, de sa voix lugubre, il a troublé le silence de la nuit. Et tous les hommes, encore ensommeillés, se sont dressés comme au cri d'une alarme. Et le vautour a repris son vol, il est reparti, je ne sais où.